c'est toujours un plaisir de vous retrouver pour ce rendez-vous de l'information dont voici les titres. Des experts du secteur agricole prennent part à une rencontre internationale à Marrakech, une réunion pour échanger sur les pistes innovantes de la coopération Sud-Sud dans le domaine de l'agriculture. En Haïti, le Premier ministre rend le tablier. Il a démissionné ce dimanche après que des manifestations antigouvernementales se soient déroulées à Port-au-Prince l'année dernière. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Nous ouvrons cette édition avec le Maroc. Nous l'avons, je le disais tantôt en titre, Marrakech abrite depuis ce samedi la première conférence internationale sur la coopération Sud-Sud, une initiative du Royaume du Maroc et de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture en vue de réfléchir sur des pistes innovantes dans le domaine de l'agriculture. Et plus près d'une trentaine de pays africains prennent part à cette rencontre qui se poursuit ce dimanche. 55 projets dotés d'un investissement public qui avoisine les 20 milliards de dirhams sur une dizaine d'années. C'est le programme du second pilier du plan Maroc Vert, un plan qui encourage les exploitations agricoles familiales. En la matière, l'initiative du Maroc à travers le fonds fiduciaire pour la coopération Sud-Sud est saluée par la FAO. Ce fonds va accompagner notamment les chercheurs, les formateurs, les techniciens et les professionnels à aller en Afrique, à donner de l'expertise et permettre d'accompagner le développement de l'agriculture. 14 ministres et 29 délégations africaines participent à ce forum international à Marrakech. Les participants ont pu s'enquérir de l'expérience marocaine en matière de coopération Sud-Sud, en particulier sur les coopérations agricoles que le Royaume a signées avec plusieurs pays africains tels que le Gabon, le Mali ou encore la Guinée-Conakry. Nous espérons maintenant que cette approche novatrice initiée par le ministre marocain de l'Agriculture soit généralisée pour attirer le secteur privé marocain au programme de la coopération Sud-Sud. Nous espérons que cette technologie de production soit transférée aux autres pays par le secteur privé. La coopération marocaine a permis d'améliorer les capacités d'agriculteurs de plusieurs pays africains. En juin dernier, le Maroc a d'ailleurs signé un nouvel accord général de coopération Sud-Sud avec la FAO, allouant $1 million comme contribution initiale. Nous-mêmes d'ailleurs au niveau de la Côte d'Ivoire, nous avons signé un accord de coopération avec le Maroc, seulement, pour que nous essayions d'échanger sur les succès. Bien sûr, parce qu'il n'y a pas que des difficultés. Il y a des pays au niveau du Sud qui ont connu des succès dans certains domaines liés à l'agriculture. Ce conclave se termine demain avec la signature de plusieurs accords visant à renforcer la coopération tripartite entre le Maroc, les pays africains et la FAO. Le gouvernement ivoirien veut mettre un terme aux problèmes liés à la pénurie d'eau dans le pays. Et pour accompagner les initiatives de l'État, la République de la Corée vient d'octroyer un don d'un montant de 5,5 milliards de francs CFA. Ce don qui servira à améliorer le réseau d'adduction d'eau dans 3 communes vient renforcer les liens de coopération entre la Corée et la Côte d'Ivoire. Signature d'accord entre le chef de l'agence de coopération coréenne KOICA et le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères Charles Déby Kofi. Par cet acte, la République de Corée fait don de 3 millions de dollars américains, soit 1,5 milliard de francs CFA à la Côte d'Ivoire. Objectif, renforcer l'adduction en eau potable dans les communes d'Abobo, Koumassi et Yopougon à travers des branchements sociaux. Il n'y avait pas de tuyaux qui liaient aux ménages pour pouvoir donner de l'eau potable. Mais ce don se référera sur l'installation de ces différents tuyaux pour pouvoir approvisionner les différents ménages. Il reste que les ministères et structures techniques définissent les modalités de la mise en œuvre de ce projet. Une chose est cependant sûre, il va permettre à 10 000 foyers d'être normalement approvisionnés en eau. Une raison pour le ministre d'État Charles Déby Kofi de qualifier ce don coréen de baume au cœur des actions du gouvernement. Cet accord vient renforcer les actions du gouvernement et le vœu du président qui est de faire de notre pays un pays émergent à l'horizon 2020 en faisant en sorte
que la croissance économique soit une croissance inclusive et sérieusement repartie au niveau de la population ivoirienne. Cette aide de la Corée, précise Charles Déby Kofi, est l'un des fruits de la récente visite du président Alassane Ouattara dans ce pays ami. Nous restons en Côte d'Ivoire avec cette assistance du gouvernement ivoirien aux victimes du grave accident de la route de ce vendredi à Gueyébli. Eh bien, le bilan faisait état de 8 morts et d'une quarantaine de blessés. 8 morts et une quarantaine de blessés, c'est le bilan de l'accident qui s'est produit ce vendredi à Gueyébli, un village dans le département de Djokoué. Les 12 cas graves parmi les blessés ont été évacués dans la nuit de vendredi à samedi au CHU de Yopougon. Ces blessés souffrent pour la plupart de traumatismes crâniens et de fractures. Le ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, dépêché sur les lieux, a traduit la compassion du gouvernement à ces blessés. Elle les a rassurés quant à la prise en charge totale de leurs soins. Pour ceux pour lesquels il nécessitait bien sûr une prise en charge beaucoup plus importante, nous les avons fait partir depuis ce matin en tout cas sur Yamoussoukro, sur Toumoudi, parce que justement il y a un plateau technique un peu plus performant, et tous ceux qui nécessitent une intervention chirurgicale pointue, telles que les fractures ouvertes, commotion cérébrale et autres, nous avons donc averti nos services du CHU de Yopougon et ils ont été pris en charge dès leur arrivée ici. Alors c'est très difficile parce que nous ne sommes pas encore, comme je dis, entrés dans les festivités de fin d'année, mais déjà depuis 2 semaines, nous constatons qu'il y a énormément d'accidents de la voie publique. Selon les témoignages, un camion de 35 tonnes aurait fait une sortie de route pour se retrouver sur la place du marché de Gueyébli, endeuillant ainsi plusieurs familles. Direction le Burkina Faso à présent, et ce samedi 13 décembre, cela faisait 16 ans jour pour jour que le journaliste Norbert Zongo a été assassiné. Il enquêtait à l'époque sur le meurtre de David Ouedraogo, le chauffeur de François Compaoré, frère cadet de Blaise Compaoré. Et malgré des années de procédure, aucune condamnation n'avait été prononcée. Ce samedi, des milliers de personnes ont manifesté en ce sens à Ouagadougou, mais quelques heures plus tôt, une centaine de personnes, dont les membres de la famille de Norbert Zongo, s'étaient recueillis sur sa tombe pour lui rendre hommage. Nous écoutons la veuve de Norbert Zongo et le Premier ministre Isaac Yacouba Zida. C'est une attente trop, bien sûr, puisque les commanditaires sont connus, les assassins sont connus. On pouvait bien les arrêter, mais pourquoi les laisser partir? Donc 16 ans c'est trop. Nous avons préféré être sur place pour entendre ce que le peuple veut. Alors je puis vous rassurer que la justice sera rendue au camarade Norbert Zongo. Justice sera rendue à tous ceux qui sont tombés sous les balles assassines du président Blaise Compaoré. Hors du continent africain, à présent, les manifestations populaires contre les violences policières se poursuivent aux États-Unis, toujours avec le même slogan, la justice pour tous, et que ce soit à Washington, New York, Boston, la population est mobilisée pour interpeller le président Obama. Nous écoutons à présent les réactions de quelques manifestants. C'est pour ça qu'on est là, pour que le président Obama comprenne qu'il a besoin de s'occuper pas seulement des affaires internationales et des autres pays, mais qu'il doit prendre conscience de ce qui se passe ici, en Amérique. Et il doit faire ce pourquoi nous, le peuple, nous l'avons élu, pour nous, dans notre pays. On demande juste à ces policiers de ne pas nous regarder juste en fonction de notre couleur. Je demande juste à ceux qui se disent du côté de la loi de venir nous rencontrer dans nos communautés et d'apprendre à nous connaître. Je pense que tout le monde devrait être traité de la même manière. Ce n'est pas un problème d'Afro-Américains, c'est le problème de tout le monde, des Noirs, des Blancs, des Hispaniques, des Asiatiques. C'est ça le message qui doit être envoyé au monde.
Et en Haïti, je le disais, je l'annonçais dans les titres, le Premier ministre Laurent Lamotte a démissionné. Hier encore, il se disait prêt à rendre le tablier en vue de trouver une issue favorable à la crise politique que traverse actuellement son pays. Il faut dire que depuis plusieurs semaines déjà, des formations de l'opposition manifestaient pour réclamer cette démission, mais aussi celle du président Martelly. Les électeurs japonais sont appelés aux urnes ce dimanche. Il s'agit de législatives anticipées, annoncées depuis près de 3 semaines par le Premier ministre Shinzo Abe, qui tient bien entendu à garder son poste. L'enjeu majeur de ce scrutin est la poursuite ou non des réformes économiques. Le Japon s'attend à un fort taux d'abstention et à une victoire massive du camp de Shinzo Abe. En annonçant des élections législatives anticipées il y a 3 semaines, le Premier ministre n'a pas laissé le temps à l'opposition de s'organiser. Après tout ce que j'ai vu et entendu, je pense que M. Abe est le choix qui s'impose. Je crois que 2 ans, c'est trop peu pour décider si oui ou non sa politique a échoué. Le Japon est entré en récession au 3e trimestre. Un échec pour Shinzo Abe, qui a décidé de faire de ce scrutin un référendum sur sa politique économique, les fameux Abenomics. Il y a de plus en plus d'attentes au sujet de l'amélioration de l'économie. Les gens espèrent que Shinzo Abe et le Parti démocrate libéral remettent le Japon sur les rails après une longue période de stagnation. Si les électeurs japonais lui renouvellent leur confiance, Shinzo Abe entend bien poursuivre sa politique de relance économique et mettre en place le 3e pilier des Abenomics, des réformes structurelles comme celle du marché du travail et de l'agriculture. Des projets très impopulaires qui pourraient lui coûter cher lors des prochaines élections sénatoriales en 2016. Retour sur le continent africain pour refermer cette édition et nous sommes au Mali. La commission chargée de la sélection des candidats aux bourses d'études sportives d'Algérie était face à la presse ce vendredi pour faire le point des 150 bourses que la République populaire et démocratique algérienne a mis à la disposition du Mali. Yacouba Dansoko, Malik Mbaye pour les détails. En octobre dernier, à l'issue de la mission du ministre malien des Sports Oussini Amion Guindo à Alger, le gouvernement algérien a accordé au Mali 150 bourses d'études. Le 20 octobre 2014, par décision du ministre des Sports, une commission chargée de la sélection des candidats aux bourses algériennes, présidée par Cheikh Kounaté, a été mise en place. Cette commission avait pour mandat de déterminer les critères de sélection par filière d'études et par niveau, de faire organiser des textes médicaux et des entretiens avec le jury, ensuite de procéder à la sélection des candidats. Nous avons 3 niveaux et 3 filières. Le premier niveau, c'est le niveau de graduation. C'est 4 ans après le baccalauréat et un diplôme équivalent au baccalauréat. Donc ça donne droit à la maîtrise. Et donc il faut d'abord avoir un bac ou alors un diplôme équivalent à un baccalauréat, être âgé au moins de 18 ans et plus de 27 ans. Le deuxième niveau, c'est le post-graduation. Il faut être titulaire d'un diplôme de maîtrise au diplôme équivalent et ça donne droit à un 2A. Donc c'est le magistère algérien, c'est le master 2 français. Donc il faut être titulaire d'un diplôme de maîtrise au diplôme équivalent. C'est 2 ans d'études à ce niveau-là. Et le troisième niveau, c'est les anciens internationaux, les anciens sportifs internationaux d'une discipline quelconque. Et ça, c'est le premier critère. Et être âgé de 35 ans et de 50 ans au plus également à ce niveau-là. Durant 3 ans, la commission chargée de la sélection des candidats aux bourses algériennes sélectionnera 30 candidats chaque année. La première vague d'étudiants est attendue à Alger le 15 janvier 2015. Les étudiants maliens en maîtrise vont étudier les activités physiques et sportives avec spécialisation dans plusieurs options. Sur les 10 candidats pour le master, 3 étudieront la méthodologie de l'entraînement. Les 7 autres étudieront les sciences humaines appliquées au sport, notamment la psychologie, la sociologie. Ceux de la formation qualifiante étudieront la méthodologie de l'entraînement sportif.
Pour plus de transparence, un comité mixte de suivi et évaluation a été mis en place pour mieux suivre les étudiants. Et vous retrouverez ce soir à partir de 19h l'équipe du débat du dimanche. Voilà tout pour cette édition. Merci à vous tous de votre fidélité. Très bonne suite de programmes sur Africable Télévision.